toutes et à tous. Vous qui êtes avec nous en distanciel. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le premier atelier du digital et de la com de l'année 2022, avec notre partenaire représenté par Mathieu Ornier du groupe WebID Jet. Ce matin, nous aborderons un sujet, je pense, qui nous intéresse tous. On va en découvrir beaucoup sur la stratégie SEM. Oui. C'est de référencement. Voilà, sur le référencement sur Google, comment améliorer notre moteur de recherche. Et on va parler de ça. Ouais. Ça marche. La parole est à toi. C'est gentil. Merci Marie. Bonjour à tout le monde. Donc, bonjour à ceux qui sont ici et qui ont échangé. J'ai ça, d'accord, super. Voilà. Et là, si je peux, ça change vraiment. Voilà, exactement. Par contre, je vois qu'il y a un peu de bord. Pourquoi c'est bien les peu bord? Oui, je vais écrire. Alors, c'est un écran tactile, mais c'est compliqué de projeter quelque chose et d'écrire en même temps. Ok, je peux l'imaginer. Et bon, on va faire avec le paperboard, ça fera plaisir. Voilà, oui. Allez. Et du coup, voilà. Bonjour, rebonjour à tout le monde pour ceux qui sont ici, et puis bonjour à ceux qui sont un petit peu plus loin là-bas. Donc, je ne vois pas, apparemment, vous me voyez. Sauf indication contraire, je devrais pouvoir parler. Effectivement, j'ai des gens qui me disent que tout est OK, donc parfait, on peut commencer. Alors, je m'appelle Mathieu, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le gérant et fondateur d'une agence web qui s'appelle WebID. On appartient au groupe, un groupe un peu plus gros qui s'appelle le groupe Jet. On travaille, nous, on va dire, sur le grand est de la France, ça va de Paris à Strasbourg, on descend de la Lorraine et un petit peu le Luxembourg. Ça, c'est un peu la zone de Charente. Et qu'est-ce qu'on fait chez nous? Donc, WebID, on a deux grandes principales missions. La première, c'est le développement. On fait du dev, donc on crée des solutions, des sites internet, des sites e-commerce, des devs applicatifs, tout ce qui va toucher, tout ce qui a un langage web. En général, on va le maîtriser. Ça, c'est notre première mission. Et notre deuxième mission, c'est forcément de générer du trafic sur les solutions qu'on a créées. À partir du moment où on a livré un site, souvent, je dis à mes clients, ce n'est pas la fin, c'est juste le début, et c'est maintenant qu'on peut commencer à travailler. Et donc, comment on peut faire pour générer des visiteurs dessus? Voilà. Alors, moi, par historique, j'ai plutôt un côté SEO. Moi, je viens du monde du référencement. Et naturellement, il y a d'autres stratégies qui se sont greffées. Forcément, on a vu l'éclosion des réseaux sociaux. On parle maintenant de content marketing, de brand marketing. Donc là, maintenant, alors, on a mis tout un tas de mots. On a une experte en anglais, donc c'est elle qui va être notre caution linguistique sur tous les acronymes que je vais pouvoir utiliser. Et donc, voilà, on va parler aujourd'hui plus spécifiquement de search et donc de référencement. D'accord? Donc, on va voir un petit peu ce que c'est. On va essayer de mélanger un petit peu tout ça. Alors, je sais qu'ici, on a du coup, un panel de communicants. Et alors, du coup, peut-être que de l'autre côté, un petit peu aussi. En tout cas, s'il y a des questions, surtout, je vous invite à ne pas hésiter. Vous me posez une question, vous me coupez en plein milieu. L'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose de purement interactif, très axé sur l'échange. Bien évidemment, l'idée n'est pas de faire de vous des référenceurs à la sortie de cette matinale. Par contre, l'idée est que je puisse vous donner quelques billes, quelques conseils, quelques tips, quelque chose à regarder, 2-3 sujets sur lesquels vous pourrez creuser un petit peu, ou au moins que vous puissiez comprendre tous ces fameux acronymes qu'on utilise dans la partie digitale. Ça va? Question, tout est bon? Allez, du coup, on va pouvoir commencer. Alors, si je fais ça, et en plus, ça fonctionne tip-top. Vous êtes trop forte. Merci. Alors, d'abord, on va commencer par essayer de définir un petit peu. On a dit qu'aujourd'hui, on allait parler de SEM. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on met derrière. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Qu'est-ce que c'est que le référencement? On parlera bien évidemment de SEO, on parlera bien évidemment de SIA, on parlera de toutes ces choses un petit peu bizarres qui font le référencement. D'accord? Donc, la première chose que je vous donnerai, c'est un petit peu les avantages et les inconvénients. Dans l'introduction, on va faire quelques définitions et je vous donnerai aussi quelques chiffres. Ça va être important. Je vais bien expliquer un petit peu le contexte dans lequel on va devoir agir. OK? La deuxième, les avantages et les inconvénients. Vous allez voir que dans cette stratégie, on va mélanger plusieurs outils. Chacun va avoir des avantages, chacun va avoir des inconvénients. Je vous donnerai tout pour que vous puissiez vous arbitrer. Et ensuite, je vous donnerai les bonnes pratiques. Et dans les bonnes pratiques, il y en a essentiellement deux. Comment je vais pouvoir gérer ce qu'on appelle un portefeuille de mots-clés. Je vous expliquerai ce que c'est. Ça, c'est en fait la clé. Si vous réussissez cette étape-là, en général, vous réussissez à peu près la suite.
Par contre, beaucoup de gens passent là-dessus. Je pense que ça, c'est la principale erreur qu'on fait en référencement, c'est de ne pas prendre suffisamment de temps là-dessus. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de budget. À un moment donné, si on a des responsabilités marketing, on a une enveloppe et on a un cadre en tout cas, et donc il va falloir s'y conformer. Et donc, on parlera de budget et comment on peut répartir ce budget-là. Et puis enfin, je vous donnerai quelque chose à conclure. Vous savez, j'essaie toujours de résumer la matinale en une slide, de manière à ce que si vous n'ayez absolument rien compris à tout ce que j'ai expliqué de la matinée, il suffit simplement d'être attentif à la dernière slide. Ça va? C'est le mot de la fin. C'est ça. Vous savez, c'est la 4e de coupe dans un bouquin. Là, vous pouvez aller prendre un café, vous revenez dans 30 minutes, vous regardez ça et à midi, vous pouvez dire un truc ce matin. Je vais te résumer. Ça va? On le fait comme ça. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai 2 caractéristiques. La première, quand j'ai un sujet qui me passionne, je parle très vite. Donc, si jamais vous voyez que je m'enflamme à un moment donné, vous me calmez. Ça va? Ne jetez pas un truc, c'est filmé quand même. La deuxième, j'ai l'impression que les termes que j'utilise sont compris par tout le monde. Naturellement. C'est ce qu'on appelle un biais de connaissance. Donc, du coup, surtout aussi, si jamais vous voyez que j'utilise un terme, de toute façon, je le verrai. Si à un moment donné, il n'y a plus personne qui me suit, c'est que là, j'ai peut-être utilisé un terme qui n'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Ça va? Donc, surtout là aussi, vous m'arrêtez. J'essaie de mettre le moins de mots anglais possible, j'essaie de mettre le moins d'acronymes possible. Le problème, c'est qu'on est quand même dicté par le code anglo-saxon, donc il y a énormément de choses qu'on utilise qui ont une définition, enfin, en tout cas, un mot plutôt anglais dans la prononciation. Ça va? On est bon? Allez, on commence. Normalement, à cette étape-là, il n'y a pas de questions. En général, jusque-là, j'ai perdu personne. Il n'y a personne qui est sorti. Donc, c'est bon. Je ne sais pas si quelqu'un qui s'est déconnecté, je ne vois pas. Mais allez, on va commencer par quelques définitions. Alors déjà, est-ce que des gens parmi vous avaient déjà entendu parler de SEM marketing? S-E. Non? Ouais, un petit peu. Sinon, quand on est dans le digital, on a un peu. Alors, ça a été très à la mode à un moment donné. Ensuite, le SEO a pris le pas. Ensuite, le SEM revient. C'est comme, alors le marketing, c'est le marketing, la com digitale, ça a des modes, ça a des mouvements. Voilà. Donc là, ça revient un petit peu. Ça dépend. Alors, c'est quelque chose qui est très historique, en fait, à partir du moment où Ads a lancé, Google Ads, vous allez voir pourquoi je parle de Google après, mais à partir du moment où Google a lancé ces fameux AdWords, les plus jeunes digitaux connaissent le nom de Ads, mais à l'époque, ça s'appelait AdWords. Si vous avez connu AdWords, il y a 2 ans. OK. Et donc, du coup, à partir du moment où il y a eu ça, il y a eu les différentes techniques qui se sont mêlées, et c'est à partir de là où on a commencé à parler de SEM. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de définir ce que c'est que le SEM. Le SEM, c'est en fait un acronyme qui va désigner l'intégralité des techniques et des méthodes que nous allons pouvoir utiliser pour travailler votre référencement. Au sens large du terme. Vous parlez communément de référencement naturel, de référencement payant. On va parler là de tout ce qui touche au référencement. D'accord? Donc, d'ailleurs, souvent, il y a un abus de langage. On va se lever tout de suite quelque chose, parce que je le fais aussi de temps en temps, donc comme ça, on va découvrir tout le monde. On dit « je référence mon site Internet ». Souvent, j'entends ça. Ou « je veux référencer mon site Internet ». Ça, en fait, c'est un abus de langage. On ne peut pas référencer. Référencer, c'est l'utilisation des techniques pour améliorer le positionnement. C'est ça, référencer. Donc, en fait, quand vous me dites « je veux référencer mon site », vous me dites « je veux que mon site il soit mieux positionné dans les moteurs de recherche ». Donc, en fait, vous positionnez votre site dans les moteurs de recherche. Et le référencer, c'est en fait augmenter cette position-là. D'accord? Donc, on va voir comment on peut le faire. Mais référencer un site, c'est un abus de langage. Positionner un site dans un moteur de recherche. Et vous voyez bien que je parle de moteur de recherche. Je ne parle pas forcément de Google, même si on va le voir dans les chiffres clés. Quand vous avez bien travaillé sur Google, en général, ça se passe quand même plutôt bien dans l'acquisition de trafic. Mais on peut travailler sur plein d'autres choses. Okay? Donc ça, c'est la définition du SEM. Donc, on a l'habitude, en SEO, en tout cas dans le référencement, de dire que le SEM, c'est finalement tout ce qui se passe en naturel et tout ce qui se passe en payant. Et donc, si vous mettez le SEO, Search Engine Optimization, donc, ça va, Yann? Oh, merci. Tu as fait des progrès là. Ça, dès que je fais ça, j'ai l'impression de parler anglais.
Et donc, c'est toutes les techniques de référencement naturel, avec toutes les techniques de référencement qu'on appelle payant, on va dire la publicité, qui va vous donner cette stratégie saine. Ça va? Alors, là, vous avez des grandes discussions dans le monde du référencement, dans le monde du marketing digital au sens large, je vais vous donner mon avis, mais il y a des gens qui parlent de SMO aussi, de social media. Alors, dans mon cas vraiment, donc il y en a qui disent que le CM, c'est SEO, SIA plus SMO. Advertising. Pour la publicité. Et donc, il y en a qui mettent le social media dedans. Alors, moi, j'ai mon avis, mais c'est pareil, hein, je ne sais pas quelle est la vérité. On parle de search. On parle de search. Donc, qui dit search dit moteur de recherche. Donc, de base, dit pas social media. Donc, je ne mets pas le SMO dans cette stratégie-là. Alors, oui, ça peut aider, oui, ça génère du trafic. Oui, la régie payante des social media permet de générer du trafic, ce qu'on appelle le pay per click, le PPC. Mais c'est pour moi pas du search. À la limite, je fais qu'un ouvert. Je suis prêt à discuter si vous travaillez avec la régie payante, vous savez, dans Facebook, vous pouvez suggérer un résultat de recherche. Quand quelqu'un recherche quelque chose dans Facebook, vous pouvez payer pour apparaître là. Bon, là, à la limite, allez, je veux bien le laisser passer celui-là. D'accord? Mais sinon, pour moi, le CM, c'est vraiment le naturel et les régies payantes. Ça va? Facile jusque-là. Voilà, vous avez retenu un truc. Retenez cette formule-là. Plus j'ai fait genre formule mathématique, on a l'impression qu'on a fait des. Hein, c'est bien ça. Elle est hyper connue, vous pouvez la retrouver partout. Alors, on va parler un petit peu du coup du SEO. Si on parle des deux stratégies, l'idée c'est quand même de rentrer un petit peu dans ce détail de qu'est-ce qu'on met en naturel et qu'est-ce qu'on met en payant. D'accord? Donc, alors, j'aime pas le terme de naturel et payant. J'aime pas le terme de naturel et payant parce que les gens, du coup, me disent si un est payant, le naturel est gratuit. Naturel. Alors, oui, techniquement, vous n'allez pas payer un moteur de recherche. Par contre, vous allez dépenser des moyens humains pharaoniques pour atteindre le résultat. Donc, voilà, c'est ça, c'est du temps. C'est des personnes qui vont travailler dessus. Donc, c'est naturel. Il n'y a pas d'opposition. Donc, qu'est-ce que c'est que le référencement naturel? Le référencement naturel, c'est comment je peux travailler, comment je peux faire en sorte qu'un moteur de recherche, Google, Yahoo, Bing, Baidu, si vous voulez travailler, puisse afficher les résultats de mon site. Ce qui est déjà très important, c'est de comprendre qu'en fait, un site, ce n'est pas le site au sens large du terme qui est référencé. C'est chacune des pages de votre site. D'accord? On va parler d'URL. Vous voyez, ces fameux http://s:// c'est toute cette URL-là qui sont dans les index. Donc, chacune des pages de votre site, en fait, a une existence propre pour les moteurs de recherche. Et donc, quand on dit travailler son référencement, c'est travailler faire en sorte que les pages de votre site soient le mieux positionnées dans les résultats. Ça va pour tout le monde, ça? Et comment on fait ça? Alors, c'est extrêmement complexe. Hein. Le référencement naturel est extrêmement complexe. Et si je rentre dans les détails de Google, ça devient une complexité sans nom. Ça devient une complexité pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de comment ça fonctionne. Un SEO qui vous dit « je sais comment ça marche », il vous ment. Même Google, en interne, ne peut pas savoir. Ils ont des intelligences artificielles qui, eux-mêmes, se créent leurs propres règles. C'est même un ingénieur de chez Google ne pourrait pas vous donner les règles. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que chez Google, ils ont une notion qui est extrêmement intéressante, la notion de qualité. Votre site doit répondre aux critères de qualité. Mettez ce que vous voulez derrière la qualité. Alors, on a quelques grandes idées de ce qu'on met derrière qualité, mais il n'y a pas de définition claire, en fait. Et donc, il y a autant de stratégies SEO qu'il y a de référenceurs. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est simplement, à un moment donné, une perception, une expérience. En critères, il ne faut pas se tromper, on sait qu'il y a plein de choses de respecter. Mais voilà, il n'y a pas de vérité là-dessus. D'accord? Donc, par contre, oui. Un exemple de critère, par exemple, on sait que la récurrence du mot-clé dans la page est quelque chose d'important. Vous voulez vous positionner, par exemple, sur stratégie marketing, il vaut mieux avoir le
on appelle le mot-clé, on définira ça. Stratégie marketing plusieurs fois dans la page. C'est mieux, ça, par exemple, de l'avoir dans ces URL. On sait que la vitesse de chargement est un critère important. Mais après, vous pouvez avoir des choses qui sont plus techniques. Par exemple, ce qu'on appelle une balise. Vous savez, un site Internet. Un site Internet, c'est un dessin dans lequel on a mis des lignes de code derrière. La première couche, on va appeler ça l'HTML. Voilà, donc couche HTML, CSS. Ça, c'est la structure, en fait. C'est ce qui permet de comprendre comment le site est structuré. Voilà, là, j'ai un bloc, là, j'ai un texte, code HTML. Le code HTML, il est structuré. Alors, il est structuré avec des balises. Donc, comme quand on fait une rédaction, on a un titre, un sous-titre, un sous-sous-titre. Voilà. Et ben, le code, il est structuré de la même façon. Et donc, la façon de développer est un des critères. Si effectivement, vous avez bien mis un titre en haut de la page, Google va le lire comme ça. On appelle ça le balisage HTML, et plus particulièrement le balisage HN. H1, H2, je crois que vous avez peut-être entendu parler des heading 1, etc. Donc, un H1, c'est un titre de page. Voilà. C'est visible par l'internaute, et il doit être en haut. Un H1. Vous ne pouvez pas commencer par un H2, par exemple. Ça veut dire que vous avez commencé par un sous-titre. Ça, c'est des critères. Mais on pourra en définir quelques-uns après, si vous voulez. Voilà, les URL, les temps de chargement, la taille du contenu, la récurrence du mot-clé. On estime qu'il y en a un peu plus de 200. Donc là, ce que je vous ai donné, c'est la balise title. Donc là, c'est quelque chose de non visible par l'internaute, mais c'est quelque chose que vous définissez auprès de Google. Vous lui expliquez que cette page-là, elle signifie ça. Tous ces éléments-là, vous utilisez très certainement, vous, pour gérer vos sites, des CMS, donc des outils de gestion de contenu. Le plus connu en CMS source, c'est WordPress, par exemple. Et bien, dans WordPress, vous avez maintenant des modules qui vous permettent de directement gérer la balise titre. Vous indiquez directement dans le back-office, ça, c'est un titre. Ça, c'est quelques critères. Mais en gros, le référencement, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre en SEO, c'est qu'il y a pour moi deux grands critères. C'est vraiment important. Si vous avez compris comment fonctionne le moteur de recherche, en fait, vous avez compris comment on peut se positionner. Et Google, il a besoin de deux choses. Google, il a besoin... Alors, je parle de Google, on verra après pourquoi, mais la plupart des moteurs de recherche fonctionnent comme ça. Google, il a besoin de comprendre ce que vous faites, que vous proposez, quel est le service que vous proposez. Et Google, il a besoin de vous juger crédible, de savoir si vous êtes pertinent à le faire. Je donne toujours le même exemple. Quand je travaille avec un partenaire, je lui dis, imaginons que demain, je vous demande où est-ce que je peux manger une pizza. Si je viens, je débarque, je vais à Strasbourg, vous habitez Strasbourg, je lui dis, tiens, où est-ce que je peux manger une pizza? Pour me conseiller un restaurant, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de savoir si le restaurant que vous avez en tête fait des pizzas. Vous ne pouvez pas m'envoyer dans un restaurant que je connais. Mais vous avez besoin de savoir si la pizza va être bonne. Parce que moi qui vous ai demandé un conseil, si jamais vous m'avez envoyé dans un restaurant et que c'est pas bon, moi je ne vais pas au restaurant, mais je vais vous rappeler en disant conseil, c'est super. Donc quand vous avez compris ça, et que vous avez compris que ce qui est le plus important pour les moteurs de recherche, ce sont les internautes. Google se rémunère avec la publicité. Donc, Google, la donnée la plus importante qu'il a, ce sont les internautes qui l'utilisent. Et donc, il fait extrêmement attention à ces internautes-là. Il fait extrêmement attention aux gens qui recherchent. Google est toujours dans un objectif d'aller afficher le meilleur résultat possible, puisque c'est ce qui fait qu'il peut vendre de la pub derrière. Plus il y a d'internautes, plus lui peut vendre de pub. Donc, à partir du moment où vous avez compris qu'il fait extrêmement attention à ça, et qu'il a besoin de comprendre ce que vous faites et de vous juger crédible à le faire, et bien vous avez compris toutes les règles ici. Et en fait, toutes les règles découlent de ça. Alors après, pourquoi, quand je forme en SEO, ou quand avec mes collaborateurs, ou avec des personnes que j'accompagne, quand j'accompagne des services marketing, j'essaie de leur faire comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi je ne donne pas une règle? Parce que les règles, elle va changer. Il y a des modifications de l'algo. En 2021, il y a eu 3 ou 4 ce qu'on appelle core updates. On appelle une core update chez Google, c'est une modification de l'algorithme profond. Et il y a eu des milliers de mises à jour mineures. Voilà. C'est 4 core updates dans une année. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est, mais ça a changé les stratégies de tout le monde. Moi, j'ai refait, je ne sais pas, 4 plans marketing dans l'année. Parce qu'une modification comme ça change profondément la façon dont on va rechercher. Et donc, à partir du moment où il y a beaucoup de mises à jour, ça ne sert à rien que je vous explique ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut que je vous explique,
c'est comment ça fonctionne de manière à ce que demain, vous puissiez interpréter ces mises à jour-là. Donc, très important que vous compreniez qu'il y a deux choses. Comprendre et juger crédible. Comprendre, c'est les fameux mots-clés. Où est-ce que je les positionne? Comprendre, c'est mettre cette fameuse balise titre pour qu'ils comprennent. Comprendre, c'est bien travailler les URL de votre site. C'est ça qui fait qu'on comprend. Et juger crédible, ça, c'est toute la force du référencement. Beaucoup de gens croient que le référencement se fait sur le site. Que je viens de vous expliquer, là, le on-site. On parlait souvent de on-site. Les titles, les metadesks, le balisage HTML, tout ça. Oui, c'est très important. Mais c'est à peine le début pour commencer. Tout l'enjeu du référencement, c'est de faire en sorte que votre domaine soit crédible. On parle souvent, nous, de domaine authority. L'autorité d'un domaine. Alors, ça, c'est l'enjeu. Comment on fait pour que Google nous juge crédible? Donc là, vous avez peut-être entendu parler de backlink. On va générer, on va chercher d'autres sites qui vont faire des liens vers nous. Là, on va mettre les stratégies de content, de maillage interne, etc. L'idée, ce n'est pas de forcément faire un gros focus au-dessus, mais c'était simplement que je vous donne quelques clés, quelques billes. Rappelez-vous, le SEO on-site, etc., tout ce qu'on fait sur le site pour que Google comprenne, et le SEO off-site, comment on fait pour que Google nous juge crédible. Vous prenez par exemple Amazon, c'est Amazon qui a un domaine, une autorité tellement forte que demain ils peuvent mettre n'importe quelle page sur leur site internet, elle sera bien placée dans le moteur de recherche. Le domaine est tellement fort. Voilà. C'est aussi pour ça que c'est très compliqué de lancer un site. Parce que quand vous lancez un site, vous n'avez pas de domaine. Le domaine n'est pas d'autorité. Il n'existe pas pour Google. Donc du coup, le temps de se positionner peut être parfois long. Donc ce qui veut dire, excusez-moi. Bien sûr. Maintenant, allez-y, ouais, bien sûr. Que si Amazon demain fait n'importe quoi sur son site, le domaine est tellement connu et tellement fort que là, Google ne va pas regarder la qualité. Alors, Google va toujours regarder la qualité. Toujours. C'est vraiment quelque chose de très important pour eux. Par contre, demain, Amazon ou un autre domaine très connu, décide de mettre une information X ou Y, elle va bénéficier d'un crédit. Voilà. Maintenant, s'il commence à faire n'importe quoi, à ne plus générer de trafic, à ne plus respecter les grands standards, à un moment donné, ça va décroître. Mais la notoriété, j'assimile toujours la notoriété à de la notoriété physique. Voilà, quelqu'un qui est connu, ça n'empêche pas quelqu'un qui est connu de dire une bêtise. Mais à force de dire des bêtises, il sera un petit peu moins connu. C'est pareil. Ah bon? C'est vraiment la même chose. C'est pour ça, d'ailleurs, dans Google, des fois, vous avez très, très certainement des concurrents, vous vous retrouvez dans Google avec des sociétés qui sont très bien placées alors qu'elles ne sont pas hyper productives. Pas des belles sociétés au sens de production du terme, mais ils sont bien placés parce qu'ils ont une belle réputation digitale. Et vous en avez d'autres qui sont des super boîtes historiques qui, en termes de valeur, sont extraordinaires, mais qui ne travaillent pas le côté digital et donc, du coup, sont mal placés. Vous avez vraiment votre réputation physique et votre réputation digitale. Ça, on parle aussi des fois de e-réputation. Ça va? OK pour le SEO? Oui. On parle de Google, tout à l'heure, on parlait de Yahoo. Oui. On bosse ensemble. Oui, Yahoo, c'est 2%. Alors, Yahoo, ce n'est pas le gros concurrent de Google, c'est Bing. Bing, c'est 4% des recherches. 4%. C'est gros. Je sais pas, mais c'est Google 2021, c'est un stat que je vous donne après. Google, c'est 90%. On rentre dans le détail après, mais est-ce que c'est gros? Je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien travailler Bing. J'aime bien travailler Bing, notamment sur la partie search payante de Bing, puisqu'ils sont l'équivalent de ads. Tout simplement parce que moins de volume, par contre plus quali. CSP+, donc les gens qui utilisent Bing ont une moyenne de revenus supérieure. Pour une raison très simple, qui est une raison mathématique, c'est qu'ils sont plus âgés. Naturellement, le chemin logique de la vie fait qu'en général, en fin de carrière, on gagne un peu mieux sa vie qu'en début de carrière. Donc c'est quelque chose que j'aime bien travailler. Après, il y a d'autres moteurs de recherche, mais qui apparaissent comme utilitésimales. Là, on parle de Yahoo, mais vous pouvez parler d'Ecosia,
J'adore Ecosia parce que c'est un moteur de recherche. Alors, j'adore Ecosia, ça c'est mon côté écolo. À chaque fois que vous faites une recherche, vous plantez un arbre. Je n'ai jamais été vérifié qu'il y a un arbre qui a été planté. À chaque fois que j'ai fait une recherche, je ne trouvais pas, j'allais sur Google pour chercher le truc. Hein. C'est pas faire de c'est un truc qui parle de conscience. Ouais, Yahoo, c'est 2%, Yahoo. Non, Yahoo, c'est un peu utilisé. Et après, il y a d'autres moteurs de recherche. On parle de Quant souvent. Alors, Quant, c'est toujours un peu délicat parce que Quant, c'est le moteur français. Hein. Donc, du coup, on aime bien quand même. Moi, je l'ai installé. Sur les cannes, très peu. Mais je l'ai installé. Et Quant, en fait, on annonce toujours dans les chiffres officiels 1% des recherches. Par contre, moi, on a regardé, là, j'ai fait le point hier matin. En plus, j'ai 220 sites en gestion. C'est pas gros, mais c'est pas petit non plus. Donc, sur 220, ça génère quand même plusieurs millions de connexions jour. Et donc, j'arrive à avoir des stats à peu près sur l'utilisation. Et Quant, chez moi, ressort à 0,3-0,4%. Donc, du coup, les chiffres officiels, c'est 1%. Mais quand je prends sur les sites que je gère, combien de personnes viennent depuis Quant, je suis plutôt à 0,3-0,4. Et tu penses que ça sera pérenne? Pardon. Oui, tu penses que ça sera pérenne? Parce qu'ils ont, financièrement. Alors, je réponds sur le côté. Je mets ma casquette digitale ou je mets ma casquette mosellan et français? Ça dépend de quel côté. Je vais commencer par le côté français. J'espère bien que ça va rester quand même. Tu me dis, c'est quand même un moteur de recherche qui est censé être une production française. Voilà, j'aimerais que le projet vive. Après, Google, ils sont dans la stratosphère. Je pense que les gens ne se rendent même pas compte de la complexité qu'il y a derrière le moteur de recherche. Moi qui essaie de bosser dessus depuis 15 ans que je bosse sur les moteurs de recherche, mais je l'ai vu évoluer à une vitesse. Quand en 2016, ils sortent RankBrain, donc l'intelligence artificielle qu'ils mettent dans leur algo, je bosse avec un spécialiste de l'IA qui lui-même me dit qu'ils sont en avance dans l'IA. Pour le moteur de recherche. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont plus capés en IA que certaines boîtes de l'IA qui font que ça. C'est extraordinaire, une puissance. Alors, attention, hein, extraordinaire si je juge sur un plan technique. Après, ça pose tout un tas de problèmes philosophiques et moraux, ou même environnementaux. Consommation d'électricité de Google pour leur serveur. Pharaonique. Et puis après, si tout le monde l'utilise, finalement, la réponse qu'il vous apporte, elle est quelque part comme la réponse. C'est d'ailleurs l'objectif. Hein. Larry Page a déclaré qu'il voulait être le moteur de réponse. La réponse. Qui on est quand on est une société privée pour dire que notre réponse, c'est la réponse. Voilà, donc ça pose aussi tout un tas de problèmes. Mais si je juge, moi, là, je ne suis pas là pour juger de ce qu'est Google sur un plan moral, sur un plan technique. L'Europe ne mettra pas de barrière de souveraineté. Là, on rentre sur des problèmes géopolitiques. Je ne vais pas trop rester là parce que c'est un peu la truc, mais je pense que l'État ne peut rien faire. L'État ne peut rien faire contre Facebook, l'État peut rien faire contre Google. Après, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est dématérialisé. Et demain, il y a une loi. Qui dit vous n'utilisez plus Google. Tu ne vas plus l'utiliser. Alors, quand même, sur ton smartphone, tu vas quand même l'utiliser. Je ne vois pas ça. Pour moi, il faut travailler avec, il ne faut pas travailler contre. Ça va pour ça? Il y avait peut-être une question là, du coup? Ça va? Allez, ça c'est pour la partie SEO, compris? La partie naturelle. D'accord? Donc, comment on peut faire? Si jamais il y a des questions sur le SEO, on peut revenir après. Hein, si jamais vous avez des choses même techniques sur votre site, n'hésitez pas à la fin. Moi, je me suis bloqué la matinée. Donc, si vous voulez, on regarde même votre site. On pourra prendre des exemples en live. Ça nous permettra de comprendre. Et puis après, on a la partie Search Advertising. Donc là, la partie payante. Donc, je vous disais, tout le monde connaît Google Ads, essentiellement Google AdWords. Mais vous avez aussi Bing Ads, un peu moins poussé, mais sympa comme toi de travailler. D'accord? Ce que je disais, il y a moins de volume. J'ai des taux de transfo sur Bing Ads qui sont plus forts que sur Google Ads. J'ai un coût au clic vraiment moins cher. J'ai un volume de recherche qui est aussi moins élevé. Mais du coup, c'est intéressant quand même, lorsqu'on est bien positionné déjà sur le search Google, de travailler sur d'autres moteurs de recherche. Là, en ce moment, pour un client, je suis en train de bosser sur le moteur de recherche chinois. Alors là, c'est un tout petit peu plus galère. Ce n'est pas la même logique. Mais ils sont aussi une espèce de pub. Là, il y a des choses que je ne maîtrise pas encore. Je regarderai. Un jour, je vous ferai une conférence dès que j'aurai maîtrisé. Oui.
Alors, ça, c'est SEO. Okay. Et vous allez voir que je vais très souvent vous parler de ce que j'appelle la SERP. C'est un abus de langage que je fais très... Enfin, c'est pas un abus de langage, c'est un acronyme que j'utilise très souvent. La SERP, c'est Search Engine Result Page. Un résultat. Quand vous faites une recherche dans Google, quand vous faites une recherche dans un moteur de recherche, vous faites votre requête, et il y a une page qui apparaît. Cette page-là, on l'appelle la SERP. On l'appelle la SERP 1. Vous allez en page 2, vous êtes en SERP 2. Pourquoi on appelle ça? Parce qu'en fait, chacune des SERP, elle est propre à la requête que vous avez faite et à l'utilisateur qui l'a fait. C'est-à-dire que si on se met tous ici, tous, au même moment, on fait la même requête, et bien tous dans la salle, et bien vous n'aurez pas le même résultat. Alors, une grande majorité des résultats sont communs, mais vous aurez des variantes. Pourquoi? Parce que dans sa façon de fonctionner, à un moment donné, le moteur de recherche va interroger à qui fait la recherche. Et donc, qui fait la recherche, il va aller regarder l'historique que vous avez fait, ce qu'on appelle vos chaînes de recherche. Vous savez, quand on tape pizza, pizza Metz, restaurant pizza Metz. Ouais, j'ai faim, je ne sais pas quoi c'est. Et croissant Metz, oui. Et bien en fait, ces chaînes de recherche-là donnent des indices. Par exemple, une chaîne de recherche pour ceux qui ont des agences. Quelqu'un qui va taper agence de com. Agence de com à Metz. Le Metz devient l'un des critères les plus importants puisque c'est celui que vous avez utilisé pour préciser votre requête. Donc, dans l'ordre d'importance, même s'il est tout à la fin, pour Google, il devient important puisque c'est celui qui a précisé. On appelle une chaîne de requête. Vous voyez? Pas mal, hein? Non, il ne prend pas l'anglais, il fait la chaîne. Il fait la chaîne. Et là, je ne vais pas rentrer dans un algo qu'ils ont sorti fin d'année qui s'appelle Google Mem. Celui-là. C'est le champagne. Ouais. Ah bah celui-là, il faut en voir quelques lignes pour le comprendre. Celui-là, il est hyper intéressant. Google s'est lancé dans une idée qui est de dire il faut que je travaille les questions complexes. Si je pose l'âge de Barack Obama, il me donne l'âge de Barack Obama, basta, fin de la discussion. Si je lui dis par contre, organise-moi, comment je peux organiser un trek au Japon? C'est ça compliqué. Hein. Ils ont estimé qu'il fallait à peu près 7 questions pour pouvoir organiser un trek. Et donc, du coup, l'objectif qu'ils ont sur leur nouvelle algo là, c'est d'être capable de vous donner toutes les réponses possibles. Et ils sont notamment en train de travailler à ce qu'il n'y ait plus de barrière de la langue. Parce qu'il dit, un mec qui est capable de vous organiser un trek au Japon, le japonais qui habite au pied du volcan, il est quand même vachement mieux placé que le parisien. Donc, du coup, il a peut-être écrit des articles qui sont vachement plus efficaces que le parisien. Donc, comment je peux prendre l'article qui est écrit en japonais pour le transformer de manière automatique et vous le servir dans un résultat français qui est mélangé avec tout un tas d'autres articles et vous faire une réponse qui est en fait une réponse composée. Vous imaginez la problématique pour moi qui essaie de placer un site. Mon job, c'est de placer un site. Et lui, il est en train de me dire, non, je vais prendre tout un tas d'exemples d'autres sites et je vais faire une réponse à moi. Je vais générer vachement moins de trafic, moi, du coup. Parce que c'est... Oui, donc là, on est tout en train de se poser ces questions-là. Pour être positionné comme ça, Mathieu, je veux dire, moi, je renseigne des mots-clés tous les jours. Ouais. Je me creuse la tête pour en trouver, etc. Ouais. Mais pour trouver les pizzas, mozzarella, Metz, il faut rentrer ça dans ces mots-clés. Si on veut se placer là-dessus, oui. Ouais. Donc, voilà, il faut sans arrêt comprendre et donner et juger crédit. Précisions sur le produit. Enfin, si on travaille un produit, en fait. Exactement. Voilà. Et dans les mots-clés. Alors, on verra ce qu'on appelle dans les mots-clés. Ah, oui. C'est ça qu'on va faire. Voilà comment on définit le portefeuille. Mais effectivement, il faut que les comprennent. Et donc, pour revenir à ça, la page, elle est différente en fonction de ce qu'on cherche. Et à l'époque, quand moi j'ai commencé, c'était facile. Il y avait des liens bleus. Vous savez ce qu'on appelait les liens bleus, c'est les liens cliquables. Alors, s'il y en a eu 8, il y en a eu 12, il y en a 10 en ce moment, ça dépend. Maintenant, ça change encore un peu. Donc, au départ, c'était facile, on travaillait ces liens bleus. Maintenant, vous faites une recherche, il y a les réponses utiles, il y a Map, il y a Shopping, il y a la géoloc. Votre SERP, elle ressemble à plus rien. Ah oui, mais si vous avez trouvé la réponse au-dessus avant le lien bleu, quittez. Donc, moi, mon job, c'est quand même de générer le trafic. Donc, du coup, il faut que je réfléchisse aussi différemment. C'est ce qu'on appelle les recherches utiles. Si vous tapez H de Barack Obama, vous n'avez plus d'invention sur un site. Mais si vous avez un blog sur Barack Obama, vous faites comment? Donc, du coup, il faut apparaître là. Ouais, donc, comment on apparaît là? Voilà, tout ça, c'est les techniques. Donc, une SERP, c'est vraiment important parce que la SERP, il faut bien comprendre qu'elle dépend de chaque requête, elle dépend de chaque internaute, elle dépend du moteur de recherche que vous utilisez, etc. etc.
bien effectivement, on en discutait tout à l'heure, l'objectif, c'est d'être en cercle 1. Première page, hein. Vous n'êtes pas en première page. Il n'y a que vous qui allez chercher votre site en troisième, quatrième page. On va vérifier la seconde. Est-ce qu'on connaît, je veux dire, le résultat d'une recherche qui apparaît, je veux dire, dans toutes les réponses et celle qui apparaît dans les images? C'est-à-dire? Parce que quelquefois, moi, je peux apparaître bien, voire moyennement sur un produit, mais par contre, si je clique les images, parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de photos de mes produits, par contre, dans les images, suivant peut-être la qualité aussi des images, là, je vais être tout de suite en dessous des annonceurs, par exemple, là, dans les premières meilleures images. Ça fait partie du référencement. Le référencement, ce n'est pas que les liens, c'est les images. Effectivement, quand on cherche des produits, quand on travaille sur des produits, dans ce que tu fais, la recherche par image est quelque chose d'intéressant aussi. Et comment on fait pour placer une image? Il faut savoir que Google, aujourd'hui, même essaie de travailler dessus, mais aujourd'hui, Google n'arrive pas à lire, ne voit pas ce que c'est qu'une image. Donc, en fait, il voit la description qu'on a de l'image. C'est pour ça que c'est très important de mettre ce qu'on appelle des balises alt. Et quand on renseigne une image, pour ceux qui travaillent sur WordPress ou sur PrestaShop, au moment où vous insérez l'image, vous pouvez la moi, je mets des mots-clés dans les images. Exactement. Ces fameux mots-clés-là, c'est ce qu'on appelle les alt. Anciennement, la balise alternative. En fait, c'est issu du fait qu'à l'époque, il y a quelques années, quand les vitesses de chargement n'étaient pas ce qu'on connaît maintenant, souvent les images mettaient du temps à apparaître ou ne chargeaient pas. Et donc, il fallait remplacer l'image par un texte. Là, ce texte-là, c'est la balise alt. Voilà. Et ensuite, c'est arrivé parce que les moteurs de recherche pour les personnes qui ont des déficiences visuelles lisent la balise alt. Comme quelqu'un qui ne voit pas bien ne peut pas voir l'image, ils ont des moteurs de recherche spécifiques qui fait que quand ils passent sur l'image, ça lui lit. Et donc, c'est pour ça que du coup, Google a mis ça dans ses critères. Ce qu'on appelle la balise alternative. C'est important, ouais, nous on bosse beaucoup là sur les normes. On est en train de bosser là sur les normes RGAA, donc les normes d'accessibilité de l'administration. Et ouais, c'est important. Alors en fait, nous, on le fait de base, peut-être même quand ce n'est pas demandé sur une refonte de site. On met les normes RGA en place, tout simplement parce que je considère que l'idée étant de pouvoir rendre le site le plus accessible à tout le monde. Alors c'est un peu contraignant, mais ça. Sauf qu'on voit le nombre de personnes qui peuvent avoir des déficiences visuelles. Et déficiences visuelles, ça peut être tout simplement quelqu'un qui sont de daltonisme, quelque chose comme ça. Hein. Mais quelqu'un qui confond les couleurs, mettez-lui du vert sur du blanc, vous n'êtes pas sûr qu'il lise la phrase. Hein. Et pourtant, il a peut-être envie de commander quand même. Hein. Ouais. C'est tout un tas de choses comme ça qui sont importantes. Donc la SERP, ça va, je vais utiliser beaucoup ce mot-là. Ça va pour vous? Et donc dans la SERP, ça c'est important de comprendre parce que je vous l'ai dit, la SERP, elle n'est plus composée uniquement de liens. Il y a la géologue, il y a les annonces, il y a les images des fois qui apparaissent, il y a le shopping, il y a tout un tas de choses. Ça fait partie du référencement. Le référencement, c'est se positionner sur la page de résultats de recherche. Donc, il faut prendre ça en compte. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un paquet d'infos. Ah là, en ce moment, au tout début, quand on a commencé, en 4-5 jours, on était capable de monter un site et de le mettre en première page. Voilà. Il y a 10 ans, en 4-5 jours, on montait un site et on le mettait en première page. On faisait des jeux sur lesquels on se concurrençait avec d'autres SEO, d'autres potes qui faisaient du dev, et à celui qui mettait sur la requête là le site le plus haut, et le plus rapidement possible. Là, aujourd'hui, il faut 12-18 mois et quelques milliers d'euros. 2 heures par produit minimum, si on veut tout bien renseigner. Ah oui, oh, c'est très long. Parce que le client qui dit, moi je passe en première page, t'arrives, tu rigoles. Non, ça dépend quelle requête. Ça dépend toujours partout. Par contre, quelqu'un qui vient voir et qui me dit effectivement, moi, dans 15 jours, je vais être en première page sur la requête basket de sport. Ça arrive aussi. Sur basket de sport ou sur chaussettes de sport. Alors, prendre un peu d'élan parce qu'il y a quelques gros en face quand même. Hein, on peut y aller, mais il va falloir nous donner un peu d'armes. C'est toujours la même question. Mais non, tout se fait. Tout se fait. Après, c'est le référencement. On verra les avantages et les inconvénients. Mais c'est ce travail, ça ne se fait pas comme ça. Allez, quelques chiffres pour que vous ayez en tête un peu le contexte de ce qu'on fait. C'est ce qu'on disait. Part de marché de Google en 2021, c'est 92%. Tous les supports confondus. Quand je parle de tous les supports, c'est tous les terminaux. Si je prends le smartphone, si je prends les tablettes, si je prends les desks, on est sur 92%. Si vous mettez en mobile, c'est encore plus effarant. La partie mobile, vous êtes à 97% chez Google. D'accord? Donc là, c'est vraiment très utilisé. Bing, par exemple, est à un peu moins de 4%.
Bing est un peu moins de 4%. Et effectivement, vous avez Yahoo qui tourne aux alentours des 1, 1,5. Voilà. C'est les chiffres officiels de 2021. Ça va? Donc, effectivement, c'est pour ça que de temps en temps, quand je parle de référencement, je fais un abus et je parle de Google. Mais bon, vous êtes bien là. Vous êtes bien, en général. Ça va? Autre chiffre qui est important. Google Chrome, alors. Ah, ben. Alors, c'est une bonne question parce qu'on me la pose souvent. En fait, ça n'a absolument rien à voir. En fait, Google, c'est le moteur de recherche. D'accord? Google Chrome, c'est ce qu'on appelle un browser, un navigateur. D'accord? Un navigateur, c'est quoi? Un navigateur, c'est ce qui te permet d'aller sur une page web. En fait, quand tu veux aller sur Internet, tu es bien obligé d'utiliser un navigateur pour aller te connecter. D'accord? Donc, tu as Chrome, tu as Firefox, tu as Opera, Safari. Ça, c'est pas des moteurs de recherche. Ce sont des navigateurs. Donc, Chrome, c'est le navigateur de Google. Et Google a un moteur de recherche qui s'appelle Google. Un outil de transport. Ouais, c'est ce qui vous permet de vous connecter, exactement. Question, allez. Question un peu. Vous savez pourquoi ils ont lancé Google Chrome? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question pourquoi ils ont lancé Google Chrome? C'est pour alimenter leur. En fait, pourquoi ils ont lancé Google Chrome? On l'a dit, ce qui est important, c'est l'individu qui fait la recherche. Parce que entre ce que vous allez taper tous autour de la table et ce que vous avez dans la tête au moment où vous tapez, c'est pas pareil. Même si la requête est la même, votre intention de requête est différente. Mais donc, pour être le plus juste possible, il faut que je comprenne qui vous êtes. Mais si vous faites une recherche avec Opera ou avec Safari, Google ne peut pas comprendre. Maintenant, si vous lancez Google Chrome, vous avez l'historique de ce que vous faites. Et donc, le travail qui est fait sur Google Chrome sert à alimenter la base de données Google. Donc, par exemple, quand vous faites une recherche, vous arrivez sur un site, vous repartez sur la page des résultats et vous allez sur le site en dessous. Là, vous donnez un indice qui est de dire, sur cette requête-là, l'internaute est allé là, il n'a pas été satisfait, il est revenu. Par contre, sur cette requête-là, il est resté tant de temps. Donc, potentiellement, cette requête est meilleure que les autres. Perdre un internaute quand il arrive de Google, c'est ça. Ouais, une question, mais quand tu enlèves ton historique de recherche, ouais. il y a toujours une trace avec les caches. Alors, en fait, voilà, il faut bien faire la différence. C'est-à-dire que l'historique de recherche, c'est ce que ton navigateur a gardé de tes précédentes visites. Là-dessus, tu peux avoir encore tout le système de cache. Le système de cache, c'est ce qui permet en fait de garder en mémoire le fameux code qu'on a mis avant pour te le redonner plus vite. Parce que quand tu arrives ton avis, en fait, tu navigues sur Chrome, si tu enlèves ton historique, pour éviter qu'il prenne en mémoire à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il a quand même des traces Ah oui, ils ont forcément. Ouais, bien sûr, mais je ne sais pas. C'est moins important que si tu laisses ton historique. En fait, là-dessus, il y a deux réponses. La première, c'est que si on voulait vraiment pas être traqué, il ne faudrait pas utiliser Google. Ensuite, il faudrait vider l'historique, vider le cache, être en navigation privée, se mettre sur un VPN, avoir une IP aléatoire. Enfin, ça serait ça. Et en fait, moi, on me pose la question. Souvent, on me dit ça. On me dit, ouais, mais comment je pourrais faire pour rechercher l'adresse d'une pizzeria? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je reste sur une pizzeria, tant qu'à faire, je suis parti là-dedans. Qu'est-ce que j'en ai à faire que Google sache que l'IP un tel est recherché un restaurant à telle heure? Ouais, mais où ça devient un peu plus chiant, c'est qu'ensuite, on est abreuvé là, c'est du phishing, c'est-à-dire qu'on vient nous chercher par des tas de sites, voilà, et même sur le boîte mail. Alors là, pareil, simplement pour se remettre dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, ça c'est ce qu'on appelle le retargeting. Et effectivement, le retargeting, c'est le ciblage. En fait, vous êtes allé sur un site et on vous redonne une pub qui est liée à ce site-là. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on est hyper impulsé par la publicité, partout, on a partout, tout le temps. Et ça, c'est mon avis à moi. Quitte à être impulsé, autant que je sois impulsé par quelque chose qui m'intéresse, plutôt par une pub qui ne me concerne pas. Voilà. C'est-à-dire que si je vais voir un site de voyage et que j'ai une pub de voyage, tant mieux. Si demain, je vais voir un site de voyage et qu'après, parce qu'il n'y a pas de retargeting, on me fait une pub sur
je sais pas, je sais que tu fais de l'avion et moi je fais pas d'avion, bah, on me dit tiens, viens voler, je fais pas d'avion. Pub, elle ne m'intéresse pas. Donc, quitte à avoir une pub, autant. Ça, c'est ma conception. Enfin, ça va au-delà de la pub. Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par pub. Est-ce que c'est des pop-up? C'est les affichables. Oui, mais ça va au-delà, puisqu'on vient vous chercher sur votre boîte mail en vous disant alors, ça, c'est autre voilà, chose. je suis, je dis n'importe quoi, ah oui, le du phishing. et là, on se dit tiens, je suis allé effectivement sur un site de voyage. Et maintenant, il faut savoir que vous ne pouvez pas récupérer l'adresse mail sur un visiteur qui vient sur votre site. Techniquement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous allez sur un site internet, le site internet ne peut pas récupérer votre adresse mail, à moins que vous lui ayez donné. Donc en fait, quand vous recevez des mails comme ça, c'est parce que les mails, vous les avez donnés à quelqu'un qui les a revendus, ou parce que vous avez été dans une base de données qui a été piratée. Mais un site ne peut pas récupérer l'adresse mail. Point qui est important, qu'on me dit souvent. Comme ça, on se recentre et on se remet sur le truc, on essaie de tenir le timing. Les gens me disent souvent, quand on est en annonce, vous savez, dans Google, on a les annonces payantes, hein, c'est ça le SIA, hein, ces annonces-là. Hein. Les gens disent, ouais, mais les gens, ils ne cliquent pas dessus. Les gens, ils savent que c'est de la pub. C'est pareil, c'est un biais de connaissance. Nous, on travaille dans le marketing, donc on sait que c'est de la pub. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est de la pub, d'ailleurs, pour première chose. Et la deuxième, c'est 36% des internautes, c'est une étude qui est sortie, hein, qui est une étude pour Ofcom, qui dit que, alors l'étude date de 2019-2020, je n'ai pas l'étude actualisée, mais les chiffres doivent rester à peu près les mêmes. Ils affirment qu'ils ne cliquent pas dessus. Donc il y a deux façons de prendre ce chiffre-là. 36% qui ne cliquent pas dessus, ou 7 sur 10 qui cliquent dessus. Voilà. Et 7 sur 10, allez, même si je vais dire 6 sur 10, pour arrondir dessus, ça fait potentiellement, si j'ai un sur 10, 60%, c'est une perception d'affaires, c'est pas négligeable quand même. D'accord. Donc moi je garde dessus. Donc moi c'est pour ça que je travaille quand même avec. C'est important, on va voir comment on travaille dessus. Autre chiffre qui est intéressant, qui vient aussi d'une étude qui est un petit peu différente, mais je trouvais que les deux chiffres allaient bien ensemble, c'est qu'il y a 70% des internautes qui disent que quand ils cliquent sur une annonce AdWords ou Ads, ils ont le sentiment que ça va répondre parfaitement à leurs attentes. Parce que comme c'est la publicité, la société a dépensé de l'argent pour ça, et que donc du coup elle a dû réfléchir à qui elle s'adresse. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on a commencé des campagnes ads n'importe comment. Mais la logique veut que ce soit ça. D'accord. Donc, si vous me posez la question de est-ce qu'il faut faire du SIA, vous aurez compris que ma réponse est quand même plutôt positive. D'accord. Ça dépend du secteur, ça dépend comment, ça dépend pourquoi. Ça va? Allez, on passe là-dessus. Les avantages et les inconvénients du SEO et du SIA. D'accord. La première des choses, allez, on va parler référencement naturel. Vous l'avez compris. La première chose, le premier très très gros avantage, c'est qu'en fait, vous avez un investissement qui est rentable. 1 euro que vous mettez sur le naturel, c'est 1 euro qui va durer 4, 5, 6 ans, 7 ans. C'est comme quand vous travaillez votre réputation. C'est valable sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, votre trafic, il est plutôt régulier. Vous avez très peu de fortes variations. Mise à jour, vous n'avez pas respecté les standards. Mais vous avez aussi un meilleur taux de clic en général. Le naturel transforme plus. Donc, ce qu'on appelle le taux de clic, vous savez, c'est quand j'apparais dans une page, combien de personnes cliquent dessus. Si j'ai 100 visiteurs sur la SERP, vous vous souvenez, page de résultats, si j'ai 100 visiteurs, combien cliquent dessus? C'est ça le CTR. Meilleur taux global. Et en fait, et ça c'est une étude qui est assez intéressante, les gens considèrent que si vous êtes bien placé dans Google, vous êtes une société crédible. Si vous êtes bien placé sur une recherche, c'est que naturellement, vous êtes crédible. Alors qu'on rappelle, la notoriété physique et la notoriété numérique n'ont rien à voir. Mais dans l'esprit des gens, vous êtes bien placé dans les moteurs de recherche, donc vous êtes une société crédible. À l'inverse, vous n'êtes pas placé dans les moteurs de recherche, je vous laisserai un peu. D'accord. Ça, c'est les avantages. Ça serait trop beau s'il y avait des avantages. Les inconvénients. Je disais, avant de bien se positionner sur des requêtes, alors ça dépend de la concurrence de la requête, mais ça peut prendre un petit peu de temps. D'accord. Ça, c'est souvent un petit peu complexe d'obtenir un résultat naturel. D'accord. Et puis surtout, vous êtes dépendant des algos. S'il y a un algo qui change, il faut vérifier que votre positionnement il est bien sur le même. C'est pour ça que ici, vous avez deux grandes catégories dans les référenceurs. On appelle ça les black hats et les white hats. Les black hats sont ceux qui... Non, ils interprètent. Ils interprètent la règle. Ils disent si la règle c'est ça,
Pour aller plus vite, moi, je vais faire comme ça. Donc, ils mettent un pas de l'autre côté de la ligne et ils reviennent. Le pas de l'autre côté de la ligne leur permet d'aller beaucoup plus vite. L'inconvénient, s'il y a une mise à jour de l'algo et que vous n'avez pas de l'autre côté de la ligne, vous perdez un peu de trafic. À l'inverse, il y a ce qu'on appelle les white hats. Ça, c'est ceux qui respectent les grands standards. Là, c'est les chevaliers blancs, c'est ceux qui sont. Voilà. Ça, c'est ceux qui respectent à la lettre les critères. Et quand je dis respecter à la lettre les critères, c'est respecter ce que l'internaute veut. Si vous comprenez que bien se positionner dans les moteurs de recherche, c'est donner des résultats de qualité à votre internaute, vous avez tout compris. Ça, c'est les white hats. Voilà. Moi, je suis plutôt gris clair. Gris clair. Ouais, je suis gris clair. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus je ne trouve pas une religion à Google. Par contre, je sais que c'est tellement compliqué parce que j'ai déjà essayé de récupérer les sites qui ont été blacklistés. J'ai mis une énergie folle et jamais je les récupère. Donc, du coup, il y a des gens qui venaient me voir en me disant j'ai fait ça, mon site il n'apparaît plus. Je n'arrive jamais à le récupérer, c'est tellement compliqué. Donc, du coup, je sais ce que c'est. Et je sais aussi l'importance du SEO et du trafic que génère un site internet pour une société. C'est-à-dire que ça rend du business. C'est de l'argent. Donc, derrière l'argent, c'est une société, c'est des gens qui vivent, c'est des salariés. Donc, du coup, jouer avec ça, moi, je joue pas. Comment on fait pour être blacklisté? Alors, je sais, je peux vous donner quelques conseils. Je peux vous donner quelques conseils. Vous mettez 250 fois le même mot-clé là-dessus. Vous achetez des liens sur une ferme de liens. Vous faites tous les trucs qui font que le résultat n'est pas de qualité. Et puis, à mon avis, vous allez prendre quelques filtres algorithmiques qui vont arriver rapidement. Des avertissements, puis à un moment donné, ça va tomber. Après, il faut changer tout. Changer le domaine, tout. Ouais. C'est pour ça que je respecte moi plutôt les grands standards. En me disant, c'est un peu plus long, mais par contre, c'est plus pérenne. Moi, sur les 4 mises à jour qu'il y a eu cette année, 3 ou 4 mises à jour, les sites, ils n'ont pas bougé. Au contraire, sur une, ils ont tous pris des positions. Donc, parce que je fais en sorte d'essayer de travailler proprement. Chacun fait ce qu'on veut. Ça veut dire que dans des cas comme ça, maintenant, il vaut mieux éventuellement refaire. Si on est blacklisté? Non, je veux dire, quand la difficulté de récupérer. Ouais, pour faire. Ouais, c'est ça. Change tout. Change mon domaine, change. C'est moins que peu. Mais si par contre le mec il avait 15 ans d'expérience avec 250 voitures stockées. Lui dire c'est pour faire, c'est facile. Intellectuellement qu'il le maîtrise et qu'il passe un chèque, c'est plus compliqué. On est bon sur ça? Donc là, on est sur les avantages et les inconvénients. Si on parle de SIA, les avantages, vous avez un énorme avantage en SIA. Un énorme avantage. Vous mettez 1 € sur la table, dans les quelques minutes qui suivent, vous êtes en top position. Ça, c'est l'énorme avantage. L'inconvénient qui va avec ça, vous enlevez l'euro de la table. Dans les quelques minutes qui suivent, vous n'êtes plus en haut. Ça, c'est pareil. D'accord? Donc, ce qui crée plein de choses. La première, c'est que vous allez tout de suite, c'est immédiat. Vous pouvez aller très facilement en première position. C'est très facile. La deuxième, comme c'est quelque chose qu'on va travailler, vous pouvez faire tout un tas de choses. Vous hésitez entre 2 mots, mettez les 2 mots et faites de la test. Vous hésitez entre des accroches, des prix, vous pouvez tout tester. Vous voulez mettre la géologue dessus. Vous avez une infinité de possibilités de tests. C'est génial, c'est un outil. D'ailleurs, Google est là-dessus beaucoup plus performant que Bing sur ça. Parce que la régie, elle est tellement puissante sur Google. On peut faire plein de choses. Autre chose qui est très importante pour quelqu'un qui fait du marketing et de la com digitale, c'est les tests. C'est d'avoir des mesures. Moi, je suis quelqu'un qui suis omnubilé par ça, pour qu'on mesure tout ce qu'on fait. C'est une règle chez moi. Chaque opération, chaque euro investi doit être quantifié, mesuré, analysé pour savoir qu'est-ce qu'il en ressort. Voilà. Aujourd'hui, on sait que les budgets sont des budgets qui sont en contraction. L'économie est en contraction, ce qui veut dire qu'en fait, chaque euro investi est de plus en plus important. Donc, il faut qu'on sache précisément ce qui nous rapporte. Ça, vous pouvez le faire. Et puis après, c'est vous qui maîtrisez complètement. Vous mettez les mots que vous voulez, vous mettez l'argent que vous voulez, vous gérez complètement votre campagne. Vous êtes complètement. C'est vraiment ça les gros avantages. L'inconvénient, c'est que selon la requête que vous voulez aller chercher la concurrence, le coût au clic peut être parfois un peu élevé. Donc, des fois, ça nécessite un peu d'argent. Quand je parle de coût au clic élevé, c'est plus surprenant sur des requêtes un peu concurrentielles d'aller chercher du 2, 3, 4 euros le clic. Le clic, on va parler de la commande. Le clic, simplement le visiteur qu'on envoie sur votre site. Vous pouvez avoir quelques marges, ou alors s'assurer que le trafic il est qualifié. D'accord? Et après, je vous l'ai dit, vous mettez l'euro, vous êtes au-dessus, vous enlevez l'euro, vous êtes dessus. Vous êtes dépendant finalement de l'argent que vous mettez.
Mais il y a des avantages. Des avantages et des inconvénients dans les deux. Ça va pour vous? Allez, entrons dans comment on peut faire. Je vous donne quelques bonnes pratiques. Alors, la clé, en fait. Si vous réussissez ça, vous lycée. Alors, c'est bizarre parce que c'est souvent quelque chose qui est complètement passé par des fois des agences ou passé par les services marketing. Ils ne bossent pas là-dessus. Alors que c'est, pour moi, l'enjeu même de la réussite d'une stratégie de référencement. On l'a dit depuis tout à l'heure, le référencement, c'est positionner son site sur les moteurs de recherche quand il y a une requête. Et donc, la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est sur quelle requête je veux me positionner. Des fois, on me dit, mon site n'est pas bien placé dans le moteur de recherche. Mon site n'est pas bien référencé. Mais mon site n'est pas bien placé dans le moteur de recherche. Ah bon, sur quelle requête? Je ne sais pas. Et quand vous savez qu'il n'est pas bien placé, alors du coup, si vous ne savez même pas sur quelle requête vous voulez être, vous êtes une agence de com, peut-être que vous voulez vous positionner sur l'agence de communication MS. Vous livrez du mobilier de jardin, vous voulez être placé sur mobilier de jardin. Vous êtes une association qui finance une entreprise, vous voulez être placé sur financement d'entreprise. Oui, chacun va travailler sur son domaine d'activité. Mais encore faut-il avoir défini ces mots-clés-là. Est-ce qu'il y a des banques de mots-clés? Il n'y a pas de banque, mais je vais vous donner quelques outils pour aller les travailler. Il n'y a pas une banque officielle, parce que... Alors déjà, bonne question. On va commencer par le début. C'est quoi un mot-clé? C'est quoi un mot-clé? Ouais. En fait, alors, ceux qui ont déjà... C'est une question que je pose souvent. Donc, si jamais il y a des gens parmi vous qui ont assisté à des conférences que je fais, vous allez avoir la réponse. Mais si je vous pose la question, par exemple, on a une entreprise, vous faites du financement. Ok. Alors, si on parle financement, question, financement. Je fais un internaute et je recherche ça. Financement locatif pour les professionnels à Metz. Financement locatif pour les professionnels à Metz. Combien de mots-clés? Combien de mots-clés? Un mot-clé, c'est une requête. Financement locatif pour les professionnels à Metz, c'est un mot-clé. C'est ce qu'on appelle un mot-clé longue traîne. Et c'est un mot-clé. En fait, souvent, il y a une confusion parce qu'il y a le mot-clé. En fait, on pourrait parler de phrases clés, de requêtes clés, de requêtes cibles. D'ailleurs, on utilise très peu le mot-clé chez nous. On va parler de requêtes cibles. Donc, sur cet exemple-là, c'est un mot-clé. D'accord? Et donc, il n'y a pas de base de mots-clés, puisque vous avez une base de toutes les phrases existantes en front. Et puis, vous avez des requêtes extrêmement farfelues. Il y a des sites géniaux, vous pouvez chercher les pires requêtes qui existent. Allez-y. Donc, le portefeuille de mots-clés, comment on le définit? C'est l'étape clé. Alors, la première des choses, on a défini ce que c'était qu'un mot-clé. On va voir un petit peu comment on va définir ce qu'on appelle un bon mot-clé. Mais tout commence par là. Définissez vos mots-clés. Définissez sur quelle requête vous souhaitez que votre site apparaisse. Et quand je dis votre site, vous avez compris que ce n'est pas votre site. Vous avez compris que c'est chacune des pages. Et donc, définissez les requêtes sur lesquelles chacune de vos pages doit apparaître. D'accord? Un mobilier de jardin. Eh bien, la page qui va présenter les parasols, la requête n'est pas la même que la page qui va présenter les tables. Donc, vous n'avez pas les mêmes requêtes cibles. Ça va pour vous? Donc, par exemple, en agence de com, si toi, tu fais, je dis une bêtise, du branding et qu'à côté, tu fais de l'activation, tu as 2 pages sur ton site. Mais donc, le mot-clé, il ne doit pas être le même. Et vous avez compris, du coup, que quand on me dit, mais moi, mon site, j'ai tous mes services sur la même page. Ah ouais, bah, pour que Google comprenne ce que tu fais, lève-toi. Hein. Ah ouais, si vous avez tous les services. C'est le problème des one-page. Ah ouais, alors ça, c'était la mode. L'ultra mode. Alors moi qui suis SEO, j'ai détesté cette mode. Tous les clients disent, ah, je veux un one-page. Bah ok, bah, alors débrouille-toi pour avoir des clients. Donc, vous voyez, c'est ça. Il faut que Google puisse comprendre. Mais si vous mettez tous vos services, si on prend, reprenons l'exemple de l'agence de com, si dans la même page, vous parlez de branding, vous parlez d'activation, vous parlez de stratégie, vous parlez de cas clients, compréhension. Hein. Et si Google ne comprend pas, il y a un doute. Hein. S'il a un doute, il ne vous donnera pas. Hein. D'accord? Donc, s'il y a des modifications, donc, je veux dire dans le cheminement d'un site, lui, il va venir les réviser. Régulièrement. Et en fait, Google passe régulièrement sur votre site. Vous pouvez le voir, d'ailleurs, vous utilisez un outil qui s'appelle la Google Search Console. Et quand vous mettez cet outil-là, vous voyez quand est-ce que Google vous a crawlé pour la dernière fois.
Et alors, quand on fait évoluer un mot-clé, tout dépend de l'évolution. C'est-à-dire que si on passe de table à chaise à parasol, pour la même URL, là, il va transpirer. Mais si ça passe de table à salon de jardin ou à table de jardin, c'est des évolutions. Voilà, ça, c'est moins compliqué. Mais quoi qu'il arrive, on fait très attention. Une page, donc une URL, c'est important. Hein. L'URL, elle est dans l'index de Google. Hein. On évite de trop jouer avec. Hein. Enfin, moi, par exemple, pour faire un site internet. La page, elle a une URL, elle a un produit, elle a des déclinaisons. C'est ça. Donc, mais là, on renseigne les mots-clés par rapport au produit. Ouais. On est bien d'accord. C'est ça. Mais donc, il faut éviter qu'avec la même URL, une fois, ce soit une table, une fois, ce soit une chaise et une fois, ce soit un parasol. Oui. Voilà. Et si on est dans la continuité, on est dans la continuité. D'ailleurs, je fais en référencement changement d'URL. Changement d'URL, par exemple, dans une refonte de site internet. Ça met chez nous en SEO, ça met un warning pas possible. Changement d'URL, première cause de perte de trafic. D'accord ? Donc là, toute une stratégie à mettre en place avec ce qu'on appelle la direction 301, etc. Oui. Je voulais juste, quel est l'avantage pour une entreprise d'utiliser cette stratégie de one page? Est-ce que c'est le coût? Alors, c'est toujours pareil, en fait. Prenons l'exemple. En ce moment, je bosse pour l'aéronautique. J'adore ça. Rappelez-vous, Google. Objectif de Google, comprendre ce que vous faites, vous jugez crédible. D'accord? Le site d'Ariane. Ariane Group. Beaucoup de concurrents? Ils ont une notoriété connue? Donc, il y en a. Les banques. Oui, ouais. Et puis, c'est même pas. Et puis, est-ce qu'ils sont connus ou pas? Ils sont connus. Donc, eux, ils ont fait un site qui ne respecte absolument rien. Mais ils sont tellement puissants dans leur domaine. C'est aucun problème. J'ai un ami avec qui je travaille, qui est très connu sur un domaine très spécifique. Et son site, il ne respecte rien. Il n'y a rien qui est bon sur son site, sur son on-site, sur les critères que je vous donnais tout à l'heure. Mais il a une notoriété tellement forte. C'est pour ça que je vous disais, entre le on-site, que tout le monde fait, d'ailleurs tout le monde parle de référencement en disant je fais attention à mes balises, à mes titres, etc. Mais la vérité, elle est sur. Si vous êtes hyper connu, digitalement parlant, numériquement parlant. Donc, un site, une page, ça dépend. Alors après, attention, moi aussi j'ai des clients qui me disent, moi, les canaux digitaux ne sont pas une source de trafic chez moi, c'est pas ça qui m'amène du business. En fait, la seule chose que je veux, c'est que je veux que quand mon commercial il rencontre un client et que le client il tape mon nom dans Google, je veux ressortir. Voilà. C'est de la crédibilisation, mais pas dans l'acquisition. Chacun dépend de l'objectif. On va voir que c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, comment on choisit un bon mot-clé? Ce que je disais, déjà, ça dépend de votre stratégie. Vous êtes sur une stratégie d'acquisition, vous êtes sur une stratégie de crédibilisation. Si vous êtes sur une stratégie de crédibilisation, dans ce cas, la requête qui est importante, c'est la requête de votre marque. Donc, juste présent sur votre marque, basta. Vous n'avez pas besoin d'aller plus. D'accord? Si par contre, vous êtes sur une requête de conquête, vous voulez gagner du client, là, il va falloir choisir les bons mots-clés. Et quand je dis choisir les bons mots-clés, souvent, on me dit, on me pose cette question, j'ai bien aimé, on me dit, est-ce que du coup, je peux travailler sur le nom de mon concurrent? Est-ce que je peux travailler les mots-clés et comme mot-clé le nom de mon concurrent? Alors déjà, on peut faire ce qu'on veut. Mais ensuite, en termes de pertinence dans la stratégie, le mec qui recherche voiture Renault, c'est qu'il veut une voiture Renault, serait qu'on l'a envoyé sur le site de Mercedes, à un moment donné, il va vite se rendre compte que il a tapé le nom de la marque. Voilà. Marcel, c'est regarde, mais voilà, donc en termes de stratégie, assurez-vous que la requête que vous faites, elle est en lien avec votre activité. Vous voyez, souvent on me pose la question, un jour on m'a dit, en termes de branding, on m'a dit branding mal placé. Je ne fais pas. Je ne vais pas me battre sur une requête que je ne fais pas. Enfin, moi je vais générer du trafic, le mec va m'appeler, je vais dire que je ne fais pas. Alors après, branding, c'est le travail de notoriété autour d'une marque. Création d'identité de marque, etc. Alors après, au pire, mais je le filerai plutôt au groupe, mais j'ai pas d'intérêt dans ma stratégie. Dans ma stratégie, j'ai défini des requêtes qui sont en adéquation avec ce que je veux véhiculer.
C'est ça que je veux. Ça, c'est la pertinence. C'est le plus important. Hein. C'est le plus simple. Ensuite, est-ce que c'est une bonne stratégie d'acheter le nom de ses concurrents ou c'est la même chose que se passer en naturel? alors, il y en a qui le font. Du coup, j'étais obligé de me créer des propres campagnes sur WebID. J'ai acheté mon propre nom parce qu'il y avait des concurrents qui ont acheté mon nom. Mais, ouais, Je sais, c'est mon trip, ça. ouais. Et donc, du coup, il n'y a pas d'intérêt parce que non seulement, en fait, l'annonce, vu que c'est mon propre nom, je vais la payer tellement peu cher que je vais toujours être au-dessus. Et à un moment donné, ils vont s'en relever. Et surtout, quelqu'un qui a tapé WebID. S'il a tapé WebID, c'est qu'il me connaît. C'est qu'il veut venir voir ce que je fais. Donc, si demain, il arrive sur le site d'un confrère, on va vite repartir. Il n'y a pas de... Je ne suis pas un grand fan. Et en plus, un jour, j'ai un client qui m'a demandé de le faire. J'ai un client qui m'a demandé de le faire, je n'y croyais pas. On avait une grande discussion parce qu'il y a un des traffic managers chez moi, il croyait. Et donc, du coup, j'ai dit, OK, vous y croyez, moi, j'y crois pas. À la limite, c'est le traffic manager. Donc, go. Et on veut, faites. Et effectivement, j'ai généré beaucoup de trafic. Par contre, quand je regardais la transformation de ce trafic-là en demande de contact ou en signature derrière, catastrophique. Donc, et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le trafic. Je suis revenu comme demain, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent qu'on génère avec le trafic qui a été fait. Donc, moi, je ne le ferai pas. Et de toute façon, est-ce qu'on peut protéger comme on protège un nom de marque, etc. Non, c'est une recherche, donc vous ne pouvez pas protéger. Vous pouvez protéger votre marque, oui, mais ça n'empêche pas que quelqu'un puisse le faire. Il y a quelques marques dans Google Ads qui sont protégées. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser le mot iPhone. Vous ne pouvez pas annoncer sur iPhone. Je crois que c'est iPhone ou ça Apple. Il y a quelques marques comme ça qui sont protégées. La concurrence, ça c'est une autre donnée importante. Parce que maintenant, vous savez que vous voulez vous positionner sur telle requête. Encore faut-il que vous jugiez la concurrence en face de vous. Rappelons-nous. Quelqu'un est venu me voir en me disant « Je veux me positionner sur la requête chaussettes de sport ». Premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert Google, j'ai tapé chaussettes de sport. Nike, Adidas, Decathlon. J'ai dit au gars, il faut qu'on parle de stratégie parce que ou vous avez vraiment un peu de temps et un peu d'argent, ou il va falloir qu'on prenne une fenêtre. On ne va pas rentrer par la grande porte sur cette requête-là. Donc ça, ben, voilà, c'est quelque chose qui est important à vérifier. Et quand je parle de concurrence, je parle de toute la concurrence qu'on a en référencement. Donc, rappelez-vous, si par exemple, une requête, il y a Wikipédia qui apparaît sur votre requête. Wikipédia, ce n'est pas un concurrent à vous, mais il prend un lien. Donc, s'il prend un lien, ben, il vous met une place en dessous. Donc, indirectement, en termes de référencement, c'est un concurrent. Vous voyez ? Donc, souvent, les gens disent, mais non, lui, ce n'est pas un concurrent. Oui, enfin, il est quand même au-dessus. Donc, même s'il ne fait pas la même activité que toi, c'est ça. Donc, souvent, maintenant, vous savez, vous avez les agrégateurs, les annuaires. Voilà, vous avez des annuaires. Il dit, mais non, ce n'est pas un concurrent, c'est un annuaire. Oui, mais il est au-dessus, il cannibalise un lien. Donc, indirectement, en SEO, c'est un concurrent. Donc, on regarde bien la concurrence. Ça, c'est important. Ça va? Et puis après, le volume. Combien il y a de personnes qui recherchent ce mot-clé-là? Parce que si vous annoncez sur un mot-clé qui a été recherché 10 fois en France, vous allez passer beaucoup d'énergie pour avoir peu de visiteurs. Donc ça, c'est important, le volume. Et comment on arbitre sur un bon mot-clé? C'est avec ces trois-là. Et pourquoi je parlais de stratégie? Parce que ça dépend qui vous êtes. J'ai des clients qui sont leaders européens sur leur secteur d'activité. On va chercher la requête la plus concurrentielle. Ouais, ça, c'est quelque chose. En fait, quand on définit un portefeuille de mots-clés, effectivement, on va analyser. Je vous donnerai quelques conseils pour aller le faire, mais effectivement, il faut le faire. C'est une espèce d'étude de marché, référencement. Voilà. Donc, mon leader européen, c'est difficile, c'est le leader sur les portes de garage. C'est le leader européen. Forcément, je vais chercher la requête porte de garage. Oui, elle est ultra concurrentielle. Oui, j'ai un taux de trafic, un taux de conversion qui est faible parce que je ne sais pas si le mec derrière il veut s'installer lui-même, il veut la commander, je ne sais pas. Mais en tant que leader, je suis obligé d'être positionné. Rien qu'en termes de notoriété, ne pas être positionné là, ce n'est pas possible. Mais j'ai un char d'assaut derrière moi, je peux aller, je peux prendre le temps qu'il faut et mettre les moyens qu'il faut, mais il faut que j'y sois. À l'inverse, si je devais travailler ce mot-là, ou en tout cas ce secteur-là,
avec un challenger, un petit, je n'irai pas positionner sur place de pavage. Je serai concurrencé en face avec des gens qui ont bien les moyens différents que moi, et puis la notoriété. Par contre, on pourra aller chercher, par exemple, porte de garage sectionnelle électrique. Et là, du coup, je suis vachement plus fin dans ma recherche. Donc, vous vous doutez bien qu'en termes de volume, beaucoup moins chercher. Mais pertinence, toujours OK. Concurrence, vachement moins. Vu que je suis très fin. Oui, c'est ce qu'on appelle la longue traîne. Et donc, en fonction de qui vous êtes, des objectifs, des moyens, de l'importance que vous y mettez, ça, il va falloir le gérer. Donc, vous allez choisir les mots-clés en fonction de ça. D'accord ? Donc, comment on choisit un mot-clé ? La première question, déjà, posez-vous la question à vous, qu'est-ce que vous rechercheriez ? Quoi, les mots-clés que vous utilisez pour trouver votre propre service. D'accord ? Mais là, vous allez faire un biais. Vous allez avoir un biais de connaissance. Les gens ne parlent pas de moi comme moi, je parle de moi. Normal. Donc, posez surtout la question à vos clients. Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Un jour, on avait une bonne question, j'ai fait une étude pour le fond. Et moi, je parlais agence de com, agence web, agence stratégie. Et il y a une requête qui est sortie et on m'a demandé à des clients. Qu'est-ce que vous taperiez ? Agence de pub. Alors là, jamais j'aurais mis le mot. Jamais. J'aurais pu passer 10 ans sur le dossier, je n'aurais pas utilisé le mot-là. Oui, c'est ce qu'elle cherchait dans le cas. Est-ce que des fois, on n'en met pas trop? Est-ce qu'on n'est pas pénalisé par le fait d'en mettre? Alors, on va voir comment on peut le driver. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre 25 différents. Vous avez normalement une thématique. C'est-à-dire que si on est sur. Par exemple, il y en a une, c'est-à-dire un singulier, l'autre pluriel. Est-ce que ça joue? Alors, ouais, singulier, pluriel, c'est la même lexie. À peu près pareil. Singulier, pluriel, par exemple, table de jardin, table jardin, table pour le jardin. Ouais, c'est la même chose. Ça permet de comprendre, c'est même bien de le faire. Parce que chaque requête est différente. Hein. Donc, vous avez ce qu'on appelle les stop words. Table de jardin. Le 2, là, c'est un stop word. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas. Si vous tapez, vous allez taper table jardin. Donc, oui, parce qu'il y en a en vocal, table d'extérieur. Voilà. Voilà. Donc la table d'extérieur, c'est une lexie proche de table de jardin. Donc les deux là, il faut le mettre. Par contre, laquelle vous mettez en titre? Table de jardin ou table d'extérieur? C'est l'extérieur. En fait, la réponse, c'est quel est le volume, quelle est la concurrence. Il faudra regarder le volume sur la requête 1 et 2. C'est ça, parce que moi, j'ai déjà trouvé des requêtes sur Google qui donnent en fait des mots-clés plus riches que d'autres. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, ce qu'il faut aller vérifier, quand vous avez cette question-là, je me mets plutôt sur le mot A ou sur le mot B. Vous allez regarder la concurrence sur la requête, vous allez regarder l'importance que vous avez, vous regardez le volume, vous faites votre choix. C'est un bon référenceur, il est bon là-dessus. Hein. Il est bon sur le choix. Hein. Est-ce que je me positionne là ou est-ce que je me positionne là hein. Générer du trafic. C'est ça, hein, la clé. Après, la mécanique, on l'a à peu près tous. Hein. Ça, choisir les bons mots-clés, c'est important. Donc, posez-vous la question, vous posez la question à vos clients. Ça, c'est important. D'accord. Ensuite, vous pouvez utiliser, vous savez, Google Suggest. Vous commencez le début d'une phrase dans Google et vous voyez les mots qui vous proposent derrière. Vous allez peut-être avoir des idées. Vous pouvez utiliser des outils Ads. Google Ads a un outil qui s'appelle l'outil planification de mots-clés. D'accord. Google Ads, quand vous êtes dans votre interface Google Ads, en haut à droite, vous avez les petits pictos. Vous avez les pictos outils, dans outils de planification de mots-clés. Et là, vous mettez votre site, il vous donne tout un tas d'exemples de mots-clés. Vous mettez le site de votre concurrent, il va vous donner tout un tas de mots-clés dessus. Et là, il vous sort la liste exhaustive de tous les mots. Donc là, des fois, moi, quand je fais ça, je mets 5 requêtes et je me retrouve avec 5 fois 800 mots. Donc 800 mots-clés, donc 800 requêtes. Donc là, après, c'est à vous de la trier, d'analyser, de faire les études de volume et de concurrence. Mais voilà. Et ça, c'est un outil Google. C'est un outil Google, c'est gratuit. Et après, vous avez des outils payants. Par exemple, vous utilisez SEMrush. Moi, j'utilise beaucoup SEMrush, qui est un outil qui me permet de le faire. J'utilise beaucoup Screaming Frog, qui sont des outils qui me permettent d'être encore plus précis sur les volumes. Mais là, c'est payant. Mais vous, naturellement, Suggest, vos clients, vos partenaires, Google Ads, la partie planification de mots-clés. Et là, vous avez déjà une base. Oui. Les volumes dans Ads, vous l'avez. Il vous donne un volume qui est. Il vous estime un volume à 10 près. Par exemple, 3800 par mois. Voilà. Et il vous estime la concurrence. Donc, la concurrence, sur Ads de mémoire, il l'exprime en faible, moyenne, forte. Après, si vous voulez être plus précis, il faut utiliser l'outil payant. Et déjà, si vous voyez que vous êtes sur un volume de requêtes de 500 par mois avec une concurrence forte, on a intérêt à se positionner là, peut-être pas. Oui. Puis après, il y a des stratégies. Par exemple, j'ai travaillé un jour sur un requête du billard américain. Le problème, c'est que se positionner sur le mot billard américain, ce n'est pas du tout rentable. Énormément de concurrence.
de le nombre de personnes qui font ce qu'on appelle du tourisme Internet. C'est-à-dire que vous savez, là, on habite dans 30 mètres carrés, mais on va voir un billard américain pour savoir si ça rentre. Non, le billard américain fait 30 mètres carrés, il ne rentre pas. Et donc, du coup, on générait beaucoup de visiteurs qui n'achetaient jamais. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai utilisé un truc complètement, quand je disais passer par la fenêtre, j'ai été me positionner sur des requêtes comme gants de billard américain ou le bleu. Parce qu'un mec qui recherche un gant, c'est qu'il en a un, des billards. Et donc, du coup, non seulement j'avais un volume de concurrents qui était très faible, parce que personne ne voulait se positionner sur ce petit truc-là, mais par contre, j'étais beaucoup plus juste dans mes requêtes. Parce que la personne, elle ne faisait pas de tourisme, elle voulait acheter quelque chose. Je ne dis pas qu'elle achetait tout, juste qu'elle voulait y aller. Et donc, à partir du moment où j'arrivais à générer ça, non seulement je faisais des ventes, mais du coup, en plus, je récupérais les adresses mail, je récupérais les données IP que je pouvais retargeter. Après, j'avais du coup toute une base de données qui était constituée où là, je pouvais travailler avec d'autres outils. Vous voyez, donc, j'ai utilisé le search dans une autre stratégie et pas en frontal sur la requête cible. Je sais, les gens qui voulaient vraiment acheter du billard américain. Alors, parce que s'ils étaient déjà pourvus en billard américain, c'est pas un produit qu'on achète depuis 2 mois. Exactement. Alors, en fait, je pouvais louper cela, mais après, la question, c'est est-ce que j'avais les moyens d'aller chercher cette requête-là? Si demain, je lance une marque de chaussettes, oui, j'ai envie de chercher d'abord tous ceux qui cherchent des chaussettes. En même temps, Decathlon, quelques années qu'ils ont travaillé sur ça. Donc, oui, je perdais une partie. Et c'est toujours l'objectif de comment je maximise le budget que j'ai. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est compte tenu de mes contraintes, comment je fais au mieux. Voilà. Ce n'est pas de dire je raisonne hors contrainte. Ça va? Donc là, quelques exemples de comment on peut choisir des mots-clés. Voilà, vous avez plein de pistes pour aller chercher. Vous en avez un qui est intéressant qui s'appelle Hans vers the Public. Tapez dans Google Hans vers the Public. Comme interrogé. Et du coup, vous avez là plein d'exemples aussi. Vous avez tout un tas de requêtes qui sont plus ou moins éloignées de ce mot-clé. Ça va? On est bon sur ça? Donc ça, c'est comment on choisit les bons mots-clés. Mais après, attention, en fonction de la stratégie, il y a aussi des mots-clés qui sont différents dans les intentions de recherche. On appelle les informationnels. Comment poser une porte de garage? Comment poser une porte de garage? Si je prends mon exemple là, est-ce que c'est intéressant que je travaille ou pas cette requête? Ça dépend. Quelqu'un qui tape ça, c'est quelqu'un qui a un objectif. Prenons mon exemple à moi. Comment optimiser son site pour le référencement? Est-ce que j'ai un intérêt à me positionner sur cette requête? Ben, moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que ça veut dire que la personne, elle a un intérêt à aller chercher. Elle cherche dans le comment. Donc, elle n'est pas en train de chercher un prestataire. Mais par contre, elle est en train d'essayer de trouver des solutions là-dessus. Ça tombe bien, moi, j'ai des solutions. Le mot-clé commercial, par exemple, c'est prix pour le référencement. Combien ça coûte le référencement? Là, vous voyez, déjà, elle n'est plus dans le même état de maturité. Beaucoup plus profond dans l'état de maturité. Et puis après, le mot-clé transactionnel. Agence de référencement. Là, je sais que la personne, elle veut une agence, elle est en train de contractualiser. Donc, en fonction de mes mots-clés, je vais les travailler différemment en SIA ou en SEO. Et c'est là où je vais commencer à mêler mes budgets. Parce qu'en fonction de la requête, en fonction de l'état de maturité de mon site, s'il est âgé, pas âgé, etc., est-ce que là, j'ai un absolu besoin d'être présent? Si. Ici, on est sur du transactionnel. La personne, elle veut acheter. Donc là, il faut que, quoi qu'il arrive, j'y sois. Donc là, dépenser des budgets en SIA ne me gêne pas. Puisqu'il faut que j'y sois. Puisqu'il est en train de passer un an. Il l'achètera chez moi ou chez un autre, mais il va acheter. Donc il faut que j'y sois. Donc là, ça ne me gêne pas de mettre du SIA. Par contre, sur les requêtes, comment, combien, là, j'ai moins besoin. Donc là, je ne mets pas des SIA. Mais plutôt de travailler sur les SIA. On a un trafic qui est différent. Okay. Donc en fonction des volumes, de la concurrence de ma stratégie, et en fonction de l'état de maturité que je peux détecter de mon prospect, je vais choisir si je vais plutôt mettre des budgets en SEO ou des budgets en SEO, en fonction de mes requêtes. Vous comprenez? Donc, vous voyez qu'en fait, c'est des requêtes qui ne sont pas du tout opposées. Le SEO n'est pas opposé au SEO. C'est vraiment complémentaire. C'est ce qu'on verra sur le. D'accord? Donc ça, c'est intéressant de travailler sur ces stratégies-là. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Et donc, du coup, comment je répartis mes budgets alors? Parce que mes budgets, ils ne sont pas extensibles. Si j'ai une base 100, je ne peux pas dépenser 110. Si j'ai une base 100, il va falloir que je fasse
et l'un et l'autre dans cette base. Comment je travaille? Là, vous avez compris que comment je travaille, déjà, ça, c'est un indice. Il y a certains de mes budgets que je vais allouer sur des requêtes qui ont un fort potentiel commercial, et puis il y en a d'autres sur lesquels je vais moins travailler, parce que j'ai moins... Bien évidemment, je vais en perdre. On disait, hein, il y a des requêtes, du coup, je ne serai pas placé. Ah, mais à un moment donné, je ne peux pas tout faire. Je vais me concentrer sur ce que je peux faire. Et donc, du coup, comment je répartis mes budgets? En fait, ça dépend essentiellement de vos objectifs. Ça dépend toujours de vos objectifs. C'est-à-dire que si vous me dites que vous êtes hyper connu, vous avez une flotte commerciale immense, vous avez un produit exceptionnel, vous avez une notoriété géniale, ah, ça va bien se passer. Ne vous déchirez pas trop. À l'inverse, vous lancez un produit dans un domaine hyper concurrentiel, votre produit n'a aucune valeur ajoutée et vous n'avez pas de commerciaux. Ok, c'est chauffé un peu. Ah ouais. Voilà. Après, je ne peux pas imaginer ça non plus. Des fois, il faut quand même un peu de temps, mais oui, c'est ça. Alors, vous savez, il y a la fameuse matrice que j'aime beaucoup, hein, qui est sur comment on vend. Ça dépend en général de 3 facteurs, et après, nous, on a rajouté la colonne derrière, mais la notoriété de votre marque. Plus vous avez une marque connue, plus facile. La valeur de votre produit, est-ce que j'ai une valeur ajoutée ou pas, et la valeur de votre force commerciale. Donc, en fait, il faut toujours que ça vous fasse une moyenne. C'est-à-dire que quand vous êtes Apple, vous avez une super notoriété, et vous produisez un outil qui est l'iPhone, qui est dans la liste, la mémoire des gens, enfin, dans l'inconscient des gens, extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une force commerciale. Disons tout seul. À l'inverse, marché concurrentiel avec peu de valeur ajoutée, vous avez une force commerciale forte. Si là-dessus vous avez la force commerciale, il y a intérêt à avoir une grande force. Ça va? Donc ça dépend de la stratégie. Et dans la stratégie, ça dépend aussi du mot-clé, forcément. Est-ce que je veux absolument me positionner là-dessus? Ça dépend. Est-ce que vous avez un besoin de vous positionner là-dessus? Moi, je me revendique comme être une des grosses agences web sur le secteur. Là, vous doutez bien que sur agence de création de site internet, j'ai plutôt intérêt à être dans les 3 premiers. Sinon, je ne suis pas crédible. Et même si ça ne me génère pas de clients, c'est la notoriété. Je suis obligé d'y être. Ça, c'est de la stratégie. C'est parce que, pour ma crédibilité, je suis obligé. Voilà. Donc là, ça dépend effectivement de ça. Et puis après, ça dépend aussi de mon état de maturité. Et ça dépend aussi de la nature de votre site, de la vie de votre site. Si vous venez de lancer un site, on l'a dit, apparaître en naturel, ça va demander des mois et des mois. Peut-être que là, il va falloir mettre une partie du budget en SIA. Si votre site il a déjà 15 ans, 20 ans, là, la partie est différente. Souvent, ce que je le travaille comme ça. Je travaille au démarrage avec un fort budget payant, parce que mon client aussi, quand je dis à mon client, écoute, t'inquiète, tu veux te positionner là-dessus, pas de problème, ça va coûter 20 000 € et tu auras un premier résultat dans 18 mois. Je suis chef d'entreprise, donc les mecs qui me vendent ça, il va falloir qu'ils prennent un peu d'élan. Donc vous vous dites bien que commercialement, ça ne passe pas bien quand même. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, comme tout, hein, on a tous des charges et il y a besoin de générer du trafic et du chiffre d'affaires rapidement. Du coup, quelle est ma solution rapide? C'est ici. Solution rapide, c'est d'aller chercher en amont. Et ma solution à long terme, c'est le SEO. Et donc, sur une base 100, je vais d'abord focaliser les efforts sur la partie de trafic payante, ce qui me permet d'avoir des retours directs. En plus des retours directs, ça me permet de tester des mots-clés, ça me permet de tester un marché, ça me permet de voir le taux de transfert de mon site, ça me permet d'avoir plein de données statistiques. Et en fonction du temps et de l'effort que je produis, je vais décaler mes budgets payants vers mes budgets naturels, de manière à avoir une stratégie beaucoup plus longue et beaucoup plus pérenne dans le temps. Vous voyez un peu comment on peut monter cette stratégie-là? Donc, en fonction de qui vous êtes. Voilà. Alors là, malheureusement, on est sur des domaines d'activité tellement variés que je ne peux pas prendre d'exemples très concrets. Mais l'idée, c'est par exemple, si on regarde l'exemple, on avait parlé de l'exemple là du financement pour les entreprises, financement pour la location, c'est ça? Ouais, location. Donc, du coup, peut-être qu'au départ, cette requête-là, je ne suis pas présent. Donc là, je vais aller l'annoncer. Parce que pertinence, oui, c'est ce que je fais. Volume de concurrence, à mon avis, il y a peut-être un peu de monde, je ne sais pas. Ce n'est pas la notoriété de la boîte, mais enfin, sur une grosse boîte comme, il doit y avoir un peu de notoriété, un peu de trafic. Donc peut-être que je vais d'abord aller chercher ça. Et ensuite, je vais travailler en SEO, mes requêtes qui sont mes requêtes informatives. Donc, dans mes requêtes informatives, je vais aller chercher comment financer un projet, comment financer X et Y.
Oui. Et donc, du coup, je vais avoir des résultats directs là sur les personnes matures, qui ont une recherche, et je vais travailler sur mes requêtes longue traîne pour ceux qui seront matures dans 6 mois. Et c'est comme ça que j'ai été adressé mon marché complet. Vous voyez comment on peut travailler? Compris un peu sur ça? Alors après, 1 euro de plus, mais 1 euro de moins, ça. La qualité du marketeur, hein, c'est ça qui fait, il n'y a pas de règles. Hein. Mais vous avez compris un peu la logique qu'on. Ça va pour tout le monde? Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui est important? Finalement, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est la fameuse slide. Ah, c'est bon. Ah, maintenant, redressez-vous, écoutez. Ceux qui étaient en visio, je ne vous ai pas vu, mais c'est là maintenant où vous arrêtez les mails et vous vous remettez sur le truc. En fait, vous avez compris que ça ne s'oppose absolument pas. Ça ne s'oppose pas. Très souvent, on me dit est-ce que je dois faire l'un ou est-ce que je dois faire l'autre. Ça ne s'oppose pas. C'est purement complémentaire. C'est purement complémentaire. Il faut faire les deux. En fait, il faut faire les deux en fonction de vos objectifs. Et c'est toujours pareil. En fait, la règle qu'il y a en marketing et en communication digitale, c'est de mesurer. C'est de se dire, je suis là, je veux aller là, voilà les efforts que j'ai fournis et voilà les résultats que j'ai obtenus. Si vous ne mesurez pas et que vous n'avez pas défini d'objectif, vous ne pouvez pas savoir si ça fonctionne. Souvent, les gens, moi, je viens plutôt du marketing, je ne suis pas trop de la com, mais du marketing. Moi, moi, ce qui m'excite, c'est un tableur Excel avec plein de chiffres dedans et plein de stats et plein de pourcentages. Là, je kiffe. Trouver un slogan, les mecs qui le font. Nul. Vous voyez? Donc, mais moi, j'analyse. Moi, une campagne, alors, pour nos clients, on est obligé de livrer des rapports stats avec des graphiques, des courbes. Mon client kiffe. Moi, quand mon trafic me donne ça, je dis enlève-moi ça, donne-moi un tableur avec tous les trucs, des règles automatiques qui me permettent de savoir si je suis bon dans mes tendances. Voilà, moi, j'ai un gros tableur pour savoir, pour mesurer, pour comprendre. Parce que ça dépend de mon objectif, ça dépend de l'euro, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il m'a donné. Vous comprenez ça? Ça, c'est important. Et donc, les deux sont vraiment liés. Vraiment, vraiment. Si vous retenez une chose, c'est que les deux sont liés. Après, vous allez plutôt utiliser l'un ou plutôt utiliser l'autre en fonction de vos objectifs et de vos moyens. Ça va? Et donc, d'autant plus que, je vous ai dit, la SERP, elle change. La SERP, elle change tout le temps. Maintenant, à un moment donné, on a la P0. Alors, la P0, c'est un des résultats enrichis, c'est au-dessus du premier lien. Parce qu'en fait, dans la SERP, vous avez le premier lien bleu, on appelle ça la P1, position 1. Ben, ils ont mis quelque chose au-dessus de la position 1. C'est la P0. Ah, c'est le Graal ultime. P0 sur une requête. J'ai des kiffs qu'on se fait. On va chercher de temps en temps des P0 pour voir si on y arrive. Quand je suis sur un article, je mets un article sur mon blog, en naturel, je génère 300-350 visiteurs. En naturel. Sur l'année dernière, j'ai été chercher 6 ou 7 P0. L'article sur une P0, ça va chercher du 11 ou 12 000 visiteurs. Juste en étant en P0. Parce que les gens, ils voient un truc enrichi plus gros, plus large. Et du coup, ils cliquent dessus. C'est naturel pour vous s'il est plus visible. Donc ça, ben quand on a ça, le problème d'une P0, c'est pas la thune. C'est la définition. Donc du coup, s'il y a votre concurrent dessus à faire du search, faites pas des commandes. C'est intéressant de faire du SIA, pardon. Parce que du coup, ça vous permet d'être quand même au-dessus de lui, mine de rien. Oui. Et vous savez, le plus drôle, c'est que ça change tout le temps. Un nouveau concurrent carré, un concurrent carré. Et c'est elle change. Il y a une modif de l'algo. Et tout le temps, vous changez. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les matins, quand vous faites du search, vous arrivez et vous dites qu'est-ce qui s'est passé encore. Vous ouvrez, un petit temps d'inspiration, le temps que ça charge, et après, vous regardez si vous êtes bien placé. Mais il faut continuer. Voilà. Le problème de ces stratégies de référencement, c'est que c'est du long terme. C'est comme quand vous travaillez votre réputation dans vos boîtes. Ouais. Justement, comment connaître sa position de manière objective? Ouais. Sans, bonne question. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que je vous l'ai dit, votre position est liée aux recherches que vous faites. Donc, c'est drôle, j'ai un client qui me disait aussi, il me disait, moi, mon site, il est super bien placé. Il était le premier. Et je fais la requête, je ne trouve pas. Et en fait, il kiffait son truc. Du coup, tous les matins, pendant 5 ans, il arrivait au bureau, il faisait sa recherche et il cliquait sur son lien. Et du coup, mais du coup, Google, il se disait, le site là, il le kiffe. Hein. Donc, pour n'importe quelle requête qu'il faisait, il avait son site. Du coup, il disait, c'est top.
C'est faux. C'est faux. Et donc, du coup, la question, elle est juste, puisque vu que c'est faussé, ça, comment je fais? Alors là, malheureusement, il faut utiliser des outils qui permettent de l'avoir. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle SEMrush. Le problème de ces outils-là, c'est que c'est des outils qui peuvent parfois demander un peu d'investissement financier. Je n'aime pas le terme de cher, parce que ça dépend ce qu'on en fait, mais moi qui l'utilise tous les jours, ce n'est pas très cher. Si vous l'utilisez juste pour ça, ça peut être un peu cher. Mais donc, ça vous permet en fait de simuler des requêtes. Donc, par exemple, vous avez SEMrush, vous en avez un petit qui ne fonctionne pas trop mal là-dessus, et juste, qui n'est pas très cher, qui s'appelle Site Analyzer. Vous avez Screaming Frog, vous avez différents ça. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont simuler 5, 10 000, 15 000 requêtes. C'est-à-dire qu'au moment où vous voulez savoir si vous êtes accompagnement à la digitalisation d'une entreprise, eh ben, il va simuler 10 000 fois la requête sur différents navigateurs, différentes IP en France, parce que vous choisissez la zone, il va simuler ça et va vous faire la moyenne. Et il vous dit, en moyenne, sur cette requête, vous êtes positionné 2,7. Voilà, 2,7e position. Ça veut dire que des fois, vous êtes 2, des fois, vous êtes 3. C'est comme ça qu'il vous donne ça. Mais effectivement, là, il faut utiliser un outil pour savoir exactement combien. Parce que sinon, d'ailleurs, c'est une des choses, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais ce qu'on fait, c'est que la première chose quand on fait un accompagnement en lancement, c'est qu'on fait une photo de votre site. Aujourd'hui, voilà les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné et voilà les positions dans lesquelles vous êtes. Et après, on travaille. Et tous les mois, on fait cette photo. Ce qui permet de voir les évolutions qu'on a. Parce qu'effectivement, ça ne veut rien dire. Ça va? Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, parfait. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci à tout le monde, parce que c'est vrai qu'on a dépassé complètement, il y en a qui sont déjà en retard. Merci pour votre attention, merci pour vos questions. Et puis, je vous souhaite une bonne matinée. Au revoir.